loin de la vie sauvage. Et il a passé une grande partie de sa vie à marcher dans la forêt, à s'immerger au milieu de tout ce vivant. Et aujourd'hui, il vient nous parler de son expérience. Geoffroy, on peut aussi s'installer. Hein. Tu prends un micro. Alors tout à l'heure, on a essayé un petit peu de se préparer, mais une fois qu'il commence, il ne s'arrête plus. C'est vrai, c'est passionnant. Donc par quel bout prendre cette histoire incroyable? Peut-être nous la résumer en quelques mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en arrive à vivre auprès des chevreuils durant un temps quand même assez long? Il faut avoir une vie sociale très pauvre. Il faut être totalement isolé, on va dire, du monde humain. Moi, j'ai vécu toute mon enfance par correspondance. Je ne suis jamais allé à l'école, j'ai pas eu de copains, pas de copines, pas d'animaux domestiques, on partait pas en vacances. La seule référence que j'avais, c'était la forêt. Et arrivé à 18 ans, quand on m'a dit, bah voilà, il va falloir aller travailler maintenant, dans un monde qui me faisait peur, on m'avait dit qu'il était dangereux, j'ai préféré prendre le pari de partir vivre dans la forêt. Alors évidemment, ça s'est fait très progressivement. Et c'est là que j'ai rencontré le vrai monde sauvage, avec des animaux, et particulièrement les chevreuils, qui se sont plus intéressés à moi que je me suis intéressé à eux au début. C'est ça. Alors, on vous pose beaucoup de questions sur l'histoire que vous avez vécue avec ces chevreuils, ils sont devenus vos amis, etc. J'ai regardé plein de vos vidéos sur Internet, etc. Mais tout à l'heure, ce qui était vraiment intéressant, on a discuté tous les deux de... Finalement, le premier objectif, c'était avant tout de se retrouver. Vous aviez besoin de faire le point sur vous-même, savoir qui vous étiez finalement. Et au final, ça a été une expérience de grande autonomie. Et vous insistez là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui, on consomme la forêt plus qu'autre chose, on y va pour se ressourcer, pour se promener, etc., sans trop la connaître, sans connaître tous ses rouages, et surtout, sans être dans un rapport qui est plus de l'ordre du bon sens que d'autres choses. Ce que vous avez fait, notamment en découvrant toute la fonction nourricière de la forêt. Comment vous avez fait finalement pour vous nourrir et pour vous alimenter? Alors en fait, moi je suis parti d'un monde très vertical pour me retrouver dans un monde horizontal, où en fait tout le monde a la même égalité des chances et chacun est à sa place. Donc c'est très difficile pour le psychologique de quitter deux univers totalement différents. Dans la forêt, quand on se retrouve tout seul à se nourrir, on n'a aucune connaissance, parce que mes connaissances étaient civilisées. Donc il m'a fallu me nourrir déjà des connaissances de certains livres, en revenant souvent à la maison, savoir ce qui pouvait se manger de ce qui ne pouvait pas se manger, et à force de vivre dans la forêt, de découvrir ces plantes-là, j'ai découvert qu'il y avait des manières de les préparer. Dans les bouquins, par exemple, on me disait que les glands de chêne étaient dangereux parce qu'on pouvait s'empoisonner. Je me suis rendu compte qu'à les faire cuire 3, 4 ou 5 fois dans des bains d'eau différents, les tanins qu'ils contiennent disparaissent. Ça a le même goût que la châtaigne, quasiment. Et ça permet d'avoir une base alimentaire. Donc en fait, les arbres n'étaient pas là comme du bois, comme on me l'avait présenté au début, mais plutôt comme une essence vitale pour moi. Et il fallait que je les respecte pour pouvoir avoir à manger. Donc la nourriture, c'était les glands, les châtaignes, les noisettes, tout ça c'est une base alimentaire qu'on va mettre de côté, on va les faire sécher avec différentes techniques qui sont très dures à mettre au point. Il m'a fallu quasiment 5 ans pour pouvoir mettre au point correctement les bonnes techniques pour faire sécher les glands et les châtaignes, et en avoir suffisamment, parce que même si le printemps paraît très nourricier, c'est pas au printemps qu'on trouve le plus de nourriture, c'est à l'automne. Il faut garder de la nourriture jusqu'au mois de juin. Donc ça c'est le grand défi. Parce qu'on met tout dans des grands sacs, et ces grands sacs-là, j'utilisais des sacs sous vide, et souvent il y en a d'autres compagnons comme les mulots ou les musaraignes qui viennent faire des trous dedans et qui viennent se nourrir aussi. Donc ça perd toute l'humidité, c'est toute une complexité pour savoir comment protéger sa nourriture sans forcément avoir une prédation par rapport aux autres animaux. Il faut vivre en autonomie. Pas libre, mais en autonomie, et puis en étant reconnecté au cycle des saisons. Vous venez de donner l'exemple des châtaignes, des glands, etc. Qui aujourd'hui va encore ramasser les châtaignes? Peut-être vous dans la salle, parce que vous êtes sans doute plus déconvaincus, vous êtes plus souvent à la nature que la plupart des gens, mais qui a encore ce lien finalement aux saisons dans son alimentation? Ou alors on va chercher les noix de cajou qui viennent de l'autre bout du monde. Et effectivement, c'est une porte d'entrée qui est très intéressante. L'autre chose aussi, c'est, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas intégré un groupe de chevreuils, vous n'étiez pas un homme chevreuil, vous étiez en fait dans une relation de partenariat,
chacun sa vie, les chevreuils leur vie, vous votre vie, mais en s'apprenant l'un l'autre des choses, en se respectant. Exactement. Et ça, vous avez insisté sur le fait que c'est très très différent de ce qui se passe dans notre société, axé plus sur la compétition, la concurrence, etc. Exactement. Expliquez un peu ça, c'est intéressant. Alors en fait, c'est quand on commence à créer son territoire, parce que malheureusement pour nous, on est un animal très territorial et on a besoin de connaître la forêt et il faut savoir où trouver de la nourriture, où trouver de la protection. Il se trouve que dans la forêt, il y a des animaux qui ont à peu près les mêmes envies que nous, et les chevreuils avaient à peu près le même mode de vie, c'est-à-dire qu'on va aller glaner le long des allées forestières les mêmes plantes, on va manger quasiment la même chose qui vient des arbres. Il y a des plantes qu'on ne peut pas manger parce que les chevreuils les mangent, mais il y a des plantes que les chevreuils mangent, pareil qu'on ne peut pas manger. Donc par exemple les orties, je peux les manger, les chevreuils n'en mangent pas. Donc il y a toujours évidemment des différences, et je ne risquerais pas à manger une anémone sylvie, même si les chevreuils adorent ça. Mais il y a une relation, une connaissance relationnelle par rapport à l'environnement qu'il faut avoir, notamment parce que quand j'ai vécu avec eux, je me suis rendu compte à quel point les chevreuils ne voulaient pas me fuir. Ils voulaient m'intégrer à leur environnement. Ils restaient chevreuils, ils étaient dans une relation très égocentrique avec eux-mêmes, mais ils voulaient avoir un contact avec mon égocentrisme à moi, mais qu'ils ne connaissaient pas. Jamais aucun humain ne vivait dans cette forêt-là. C'est une forêt qui était domaniale, qui est ouverte au public, mais aucun humain ne prenait la décision de vivre là. Donc en fait, ils font la différence entre le chasseur, le cueilleur de champignons, les coureurs vététistes, les coureurs à pied. Ils connaissent chaque mouvement, chaque partie de nous. Et moi, je faisais partie des inconnus. Et ils ont décidé d'avoir une espèce de relation de partenariat pour savoir qui j'étais et pouvoir mieux m'intégrer dans leur environnement. Et comme moi, j'étais un petit peu nul en vie sauvage, je me suis dit peut-être qu'avec des chevreuils, vu qu'ils s'approchaient toujours de plus en plus de moi, parce qu'ils ont cette faculté à s'habituer très rapidement à nous, peut-être que j'arriverai à savoir comment dormir, comment me nourrir et trouver les meilleures zones. Donc c'est très long, c'est très complexe parce que le fait de lier d'amitié avec un animal sauvage peut devenir dangereux pour lui et peut aussi devenir dangereux pour moi. Oui, donc toujours garder une certaine distance malgré tout. Exactement, il faut toujours, c'est toujours lui qui fait cette démarche. En fait, le meilleur moyen pour vivre avec des animaux sauvages, c'est le plus simple, c'est de tout faire pour ne pas les voir, en fait. Il faut essayer d'être le plus discret, se déconstruire pour ensuite être reconstruit d'une autre manière. Et comment est-ce qu'on réintègre la société classique avec cette nouvelle construction, finalement? C'est compliqué parce qu'on développe des sens à vivre dehors. On a son odorat qu'on développe, on a la vue, on a nos 5 sens qui sont là. Et quand on va parler avec une personne, son stress, sans qu'elle s'en rende compte, va me bouleverser. Et au tout début, parce que ma compagne m'a dit « Tu vas voir, il y a un super salon à faire à Paris, c'est génial, ça s'appelle Marjolaine, il y a 40 000 personnes, elle ne me l'avait pas dit, et qui passent chaque jour. » Et quand je voyais tous ces gens qui passaient devant moi, je voulais que fuir. Et je n'arrivais pas à sélectionner leurs émotions, c'était un brouhaha d'émotions. Et il a fallu que je fasse une espèce de mouvement inverse pour pouvoir canaliser tout ça, et c'est le plus dur. J'avais pas peur de mes propres congénères, il ne faut pas s'imaginer un humain qui a peur, qui part en courant. Je suis né humain, j'ai vécu dans un univers humain, mais il y avait quand même cette peur de ne pas pouvoir faire face. Parce que notre société est très intolérante par rapport à notre intégration. Quand j'ai quitté la forêt m'a fait confiance, évidemment, mais la société humaine, elle, n'était pas dans la confiance. Il faut faire ses preuves. Pour avoir un appartement, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des garants? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et quand on dit rien parce que j'ai juste vécu avec des animaux sauvages, personne ne vous fait confiance. Il faut dire que c'est assez inhabituel aussi. Oui. Et ça valait le coup de faire confiance. Bien sûr. Vous avez parfois eu envie de quitter la forêt? Oui, parfois, oui. Oui. En fait, on essaye toujours d'imaginer la forêt ou la nature comme étant idyllique, comme quoi c'est un superbe endroit. Mais quand on vit dedans, c'est le froid, c'est l'humidité, c'est la faim, et c'est constant, quelle que soit la saison. On a du mal à s'intégrer pleinement du jour au lendemain. C'est une démarche qui est très longue. Et sur les 99% d'ennui, le seul petit pourcent qui me donnait l'envie de rester, c'était cette relation que j'avais avec la nature, et plus particulièrement avec les chevreuils, parce qu'on était en espèce d'osmose. Il y avait chacun reste à sa place, mais on a
une espèce de joie intérieure d'ensauvagement peut-être. On est heureux. De simplicité aussi. C'est vous parliez de complexité. Exactement. La forêt est un univers complexe. Notre société est un univers compliqué, ce qui est totalement différent. Je préfère un univers complexe avec une vie simpliste plutôt qu'une vie compliquée dans un univers très violent. Ça, c'est quand même de la haute voltige. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Et justement, dernière question, désolé, on n'a pas beaucoup de temps, Geoffroy. Dernière question, certains ont trouvé votre expérience extrême, n'ont pas compris, d'autres la trouvent très inspirante. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez, au-delà de ce que ça vous a apporté vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette société voilà, qui est un peu en perdition? En quoi votre expérience peut être utile justement dans la manière de la raconter? Est-ce que vous avez envie de réveiller un peu les consciences ou... Oui, je pense que j'aime éveiller les consciences parce que c'est le but d'une immersion écologique, c'est pas de démolir ce qu'on connaît, mais d'aller dans un univers totalement différent qui va permettre d'éveiller déjà sa propre conscience, son propre corps aussi, parce que les deux sont liés, et ensuite revenir à la civilisation pour essayer de corriger les erreurs qu'on fait. C'est là en fait qu'est tout le défi. Et c'est compliqué parce qu'on vit dans une civilisation qui devient une espèce d'entité qui détruit l'humain. Moi, j'essaye d'apporter beaucoup d'humanité par rapport à ça. Maintenant, j'arrive à faire la distinction entre les humains et leur civilisation. La civilisation, pour moi, aujourd'hui, apparaît comme une espèce d'ennemi mortel du sauvage. Et heureusement, tous les humains naissent sauvages. Il n'y a aucune machine qui fait naître un humain. C'est toujours une maman, un papa. Donc, obligatoirement, c'est la nature qui nous crée, c'est la nature qui nous fait naître. Et à partir de là, c'est déjà 50% gagné. Les 50 autres pourcents, c'est le travail qu'il y a à faire pour essayer de détricoter une civilisation trop compliquée pour la ramener à une espèce de, pas de normes, parce qu'il n'y a pas de normes dans la nature, mais à un respect profond pour les autres. Il ne faut pas s'oublier soi, il ne faut pas oublier les autres. Et voilà une bien belle manière de terminer cette discussion, Geoffroy. Un grand merci pour votre présence, un grand merci pour ce partage. Vous serez là tout à l'heure aussi à la réception, donc présent pour les personnes qui souhaiteraient prolonger cet échange avec vous, parce que c'est un peu frustrant, on a envie de vous poser des tonnes de questions, et voilà, on a envie encore de voir plein de belles choses ici à la fin de la soirée. Donc merci beaucoup pour ce passage, et à bientôt. Le centre Geoffroy va mettre en ébullition, ça va Geoffroy?
Et Guy Fagnard qui dit c'est la première fois que je peins comme ça en musique. Bien, alors c'était un intermède musical un peu plus long, Sibène, puisque on change un petit peu de dynamique, on va passer à un moment de débat, un court débat, 20 minutes, il va falloir être efficace. Et donc j'invite à me rejoindre sur scène Alain Bougrain-Dubourg, Madame Céline Tellier, Monsieur Alain Marron et Jean-François Busselin, le directeur de la Ligue. Comme vous voulez, allez-y. Bienvenue au salon. Prenez un micro si vous voulez bien. On va faire des spaghettis. Hein. Je pense que... Non, mais ça va aller. Bien. Merci à tous d'être là. On va essayer d'être efficace. Je vous demanderai de faire des réponses les plus courtes possibles, pour pas que je doive trop vous couper. J'avais une première question pour Madame Tellier. On a entendu pas mal d'informations, de rétrospectives, d'alertes, d'état des lieux assez catastrophistes depuis le début de la soirée. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide retour des actions vraiment prioritaires menées par le gouvernement en faveur des oiseaux et plus largement des milieux naturels? Qu'est-ce qui est à l'agenda? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour le moment, de manière très résumée, pour qu'on puisse un peu y voir clair? Je vais essayer de faire ça de façon courte. C'est difficile parce que la première chose que j'ai envie de dire, et je pense que vous avez insisté là-dessus, c'est conscientiser sur l'importance de la biodiversité, comme vous l'avez dit, au même titre que le climat. C'est vrai que je pense que c'est un travail qui peut paraître évident, mais pouvoir mettre à l'agenda politique et médiatique cet enjeu-là, c'est déjà un premier objectif, et j'essaye vraiment de faire en sorte de taper sur le clou à répétition autour de ces enjeux-là. Et puis, on a toute une série, j'en ai évoqué certaines d'ailleurs dans mon discours tout à l'heure, actions très concrètes pour travailler à la fois sur la protection de certaines espèces, et puis surtout la protection aussi de certains habitats. Parce que quand on parle de biodiversité, à des personnes qui ne sont pas nécessairement naturalistes, ils nous disent « oui, mais quel est l'intérêt en fait d'aller protéger telle espèce ?» Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question « pourquoi telle espèce et pourquoi pas telle autre ?» Et donc, évidemment, vous l'avez dit aussi, la difficulté quand on veut mesurer finalement l'impact sur la biodiversité, c'est de trouver des bons indicateurs. C'est très très compliqué parce qu'on est dans quelque chose qui est très systémique par nature. Et donc, défendre telle espèce, c'est souvent l'indicateur finalement d'une défense beaucoup plus globale de ces enjeux de biodiversité. Donc on essaye de travailler, je le disais, sur certaines listes d'espèces qui sont particulièrement menacées. On travaille aussi sur la restauration des habitats naturels, avec un projet important que j'ai cité tout à l'heure, qui est le programme Yes We Plant, qui vise à planter donc 1 million d'arbres. On a déjà atteint l'objectif, puisqu'on a 1 300 000 arbres, ou 4000 km de haies. On est aujourd'hui à 1400 km de haies. On sait que les plaines agricoles, notamment, sont clairement un élément qui est aujourd'hui un habitat très pauvre en biodiversité. Et donc on doit vraiment restaurer ce volet-là. On travaille aussi à la restauration des réserves naturelles et des aires protégées de façon plus large, à travers la création de 1000 hectares par an de nouvelles réserves naturelles, mais aussi d'autres projets. J'ai évoqué la création de parcs nationaux, par exemple. Donc vraiment, on travaille à la fois sur le maillage écologique, les liaisons écologiques, travaille aussi à avoir des zones qui sont réellement des zones refuges aussi pour les animaux à travers ces aires protégées, travaille aussi sur tout cet angle de sensibilisation. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a la nature extraordinaire, les espèces protégées, qui font partie d'une liste reprise au niveau européen ou au niveau wallon. Et puis, il y a toute la nature ordinaire. La nature ordinaire, c'est aussi ce qui est souvent le premier élément d'émerveillement, le premier élément d'attachement à notre environnement. Et là-dessus aussi, on a beaucoup travaillé, un peu dans l'esprit d'Alain aussi à Bruxelles, à revégétaliser pour tous, finalement, les espaces de proximité, qu'il s'agisse des cours de récréation avec le programme Ose le Vert, des espaces naturels à proximité avec la création de parcs accessibles pour tout le monde,
avec le soutien aussi à des projets Nature pour tous, donc pour toucher des publics qui ne sont pas du tout nécessairement en contact régulier avec la nature. Et puis toute une série de travaux, mais comme je vais être court, je vais devoir m'arrêter. Oui, c'est ce que j'allais aussi sur le secteur forestier, on n'en a pas encore beaucoup parlé, hormis à travers le volet de la chasse. Mais évidemment, il y a la biodiversité en zone agricole, il y a aussi la biodiversité en zone urbaine, et il y a aussi la biodiversité en zone forestière qui souffre beaucoup. Et en tant que ministre de la Forêt, mais pas de la chasse, malheureusement, je ne peux pas évidemment m'empêcher de citer ce milieu essentiel. Avec votre projet Forêt résiliente, qui vise à des forêts notamment, oui, plus mixtes et tout à fait plus durables. Justement, en parlant du milieu urbain, Alain Marron, quels sont les gros enjeux de la préservation de la faune sauvage à Bruxelles? Ils sont énormes. On essaye d'agir, j'ai dit tout à l'heure, hein, l'effondrement de la biodiversité, c'est vraiment une menace pour les villes, essentiellement et fondamentalement. Donc on essaye d'agir sur le maillage bleu et le maillage vert, comme c'est le cas en Wallonie, de remettre à ciel ouvert la Seine, de par exemple préserver un marais à forêt qui était promis à être bétonné, etc., etc., de créer de nouveaux